Bien, bonsoir. Donc j'ai la tâche de clore cette longue journée. Donc je vais vous parler de ces complications-là, donc des complications que nous pouvons être amenés à rencontrer en garde. Donc je vais les développer et je m'excuse d'avance pour cette énumération qui, j'espère, ne sera pas trop barbante. Mais déjà, pour planter un petit peu le décor, dire finalement, c'est des pathologies qui sont certes beaucoup plus fréquentes dans des centres qui ont des services d'hématologie et d'oncologie, mais que chacun d'entre nous est susceptible de rencontrer également dans son centre pour la plupart. Et ce sont des pathologies fréquentes et dans des centres experts, comme ceux du Gros. Cette étude avait montré qu'à peu près un patient sur 4 d'hématologie qui rentrait en réanimation allait recevoir de la chimiothérapie en réanimation, avec des taux de survie qui étaient supérieurs à 60% à la sortie de l'hôpital. Donc clairement, ça vaut le coup, et c'est également des résultats qui ont été rapportés par nos collègues autrichiens, qui également rapportent des taux de survie qui sont tout à fait intéressants chez des patients d'hématologie qui reçoivent de la chimiothérapie en réanimation, avec des taux de survie de près de 40% à 12 et 24 mois. Donc ce sont des patients qui vont justifier d'un traitement agressif et de support de défaillance d'organes en association avec le traitement spécifique de l'hémopathie maligne. Mais encore une fois, et je pense que c'est très important pour débuter cette présentation, c'est clairement quelque chose qui vaut le coup parce qu'on va induire la survie d'un certain nombre de patients et la survie à long terme. Donc la première complication que je voudrais aborder, et c'est probablement la plus fréquente et celle qu'on est le plus à même de rencontrer, c'est le syndrome de Lisse tumorale, avec une distinction de syndrome tumoral dit biologique, avec les anomalies qui sont listées en haut. J'ai entouré en rouge celles qui étaient probablement les plus fréquentes et les plus pertinentes, qui correspondent globalement au relargage de substances qui sont normalement contenues dans la cellule et qui ne devraient pas se retrouver en dehors. Et puis, en bas, ce qu'on a appelé le syndrome de Lisse clinique, avec des manifestations rénales en particulier, qui sont clairement au premier plan, et puis également décrites des arythmies cardiaques et des convulsions que, pour ma part, j'ai rarement ou jamais vues et qui seraient liées à l'hypocalcémie. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet, et j'espère que je ne vais pas trahir sa pensée, c'est Michael Darmon. Et Michael avait mis en évidence que le développement d'une insuffisance rénale aiguë au cours d'un syndrome de Lisse tumorale était un facteur pronostic péjoratif majeur, et que la préservation de la fonction rénale devait être considérée pour nous comme un objectif thérapeutique majeur dans cette situation. Ça, c'est les manifestations, je dirais, classiques du syndrome de Lisse. Et puis, il y a quelque chose, qu'on connaît, nous, en réanimation, c'est qu'il y a des patients qui peuvent se présenter avec un tableau sepsis-like, mais qui, pour autant, n'ont pas d'infection. Et ça peut être le cas au cours des syndromes de Lisse et également au cours des autres complications spécifiques dont je vais vous parler, avec des patients qui se présentent avec un tableau de CIRS, de défaillance d'organes, qui peut être tout à fait évocateur d'un sepsis, mais qui sont en fait d'origine spécifique. Il y a plusieurs case reports qui ont été rapportés dans la littérature. Et puis celui-là en particulier que j'aime bien, qui était le cas d'un patient qui avait un lymphome de haut grade, qui avait été induit et qui, au décours immédiat de l'induction, avait présenté une dégradation ventilatoire, une dégradation rénale, nécessitant une prise en charge par hémofiltration, le relargage de ces diverses substances qui sont normalement contenues dans la cellule, et puis également il y avait une mesure des cytokines relarguées au cours de ce syndrome de Lisse, avec la production de cytokines pro-inflammatoires, TNF, interleukine 6 ou anti-inflammatoires, interleukine 10, avec des taux très très importants, avec une échelle à gauche qui est une échelle logarithmique, et avec des taux qui sont tout à fait majeurs, qui sont ce qu'on peut globalement retrouver dans les chocs endotoxémiques. Et donc ce cas, je trouve, montre bien cette possibilité d'une réponse inflammatoire majeure induite par la Lisse tumorale. Alors, les facteurs de risque de syndrome de Lisse tumoraux sont assez bien connus.
Je vais insister en particulier sur le type de tumeur, puisque c'est globalement des maladies qui sont des maladies hématologiques essentiellement de haut grade, mais ça peut également toucher des tumeurs solides, et en particulier des tumeurs solides à renouvellement rapide. Je pense que le prototype dans ce cas-là, c'est le cancer bronchique à petites cellules. C'est également dépendant de la masse tumorale, et donc les lymphomes à forte masse tumorale avec des grosses masses tumorales ou alors des leucémies aiguës qui sont hyperleucocytaires. Et puis, il peut y avoir des syndromes de Lise qui sont des syndromes de Lise qui sont spontanés, où il y a un renouvellement ultra rapide de cellules avec une angiogénèse au niveau tumoral qui ne suit pas avec une nécrose cellulaire et qui va induire donc un syndrome de Lise spontané, mais beaucoup plus fréquemment, le syndrome de Lise va être induit par les traitements cytostatiques. Donc il est important pour nos collègues d'hématologie et également pour nous qui sommes amenés à prendre en charge ces malades de pouvoir évaluer le risque de syndrome de Lise. Et ce travail de Michael, encore une fois, avait permis de développer des facteurs de risque de survenue d'un syndrome de Lise chez des patients qui étaient porteurs d'hémopathie maligne de haut grade. Et donc Michael avait développé ce score qui est intéressant et qui permettait, sur la base d'éléments très simples, qui étaient le taux de LDH, le taux de phosphate et la présence d'une CIVD, de définir un risque de syndrome de Lise, et en particulier un risque de syndrome de Lise grave, avec nécessité d'une prise en charge par épuration extra-rénale. Donc le traitement préventif et le traitement curatif du syndrome de Lise finalement se confondent et sont assez similaires. C'est à base d'une hyperhydratation pour obtenir un débit urinaire relativement important, en évitant d'apporter du potassium parce qu'ils sont susceptibles d'en relarguer beaucoup. Même chose pour le phosphore, en évitant d'apporter du calcium, même en cas d'hypocalcémie, parce que le fait d'apporter du calcium va augmenter mécaniquement le produit phosphocalcique avec le risque de précipitation intratisculaire, en particulier le risque de précipitation rénale. Risque de précipitation rénale qui peut être précipité par l'alcalinisation, qui était autrefois préconisée pour éviter la précipitation de cristaux d'acide urique. Mais grâce aux agents hypouricémiants qu'on a à notre disposition, ce n'est absolument pas justifié. Et l'alcalinisation peut favoriser la précipitation de cristaux phosphocalciques. Donc les médicaments hypouricémiants qu'on a à notre disposition sont très efficaces. C'est la rasburicase, très efficace mais un peu cher. Et également l'allopurinol, qui est plus adapté aux situations chroniques, mais qui peut être utilisé dans les rares cas de contre-indication à la rasburicase, qui sont les déficits en G6PD. On a recours assez précocement à l'épuration extra-rénale, et je pense qu'il ne faut pas attendre d'être dépassé par les désordres ioniques. Et puis quelque chose qui est très important, c'est la chimiothérapie progressive, puisqu'on va, en concertation avec nos collègues d'hématologie, adopter des chimiothérapies qui vont permettre de contrôler la maladie, d'induire des lyses finalement relativement minimes, afin d'éviter les lyses massives qui risquent d'être induites par des chimiothérapies à pleine dose. Et c'est par exemple très classiquement pour les lymphomes l'utilisation soit de corticoïdes seuls, soit de corticoïdes associés à la vincristine ou à la prednisone dans les protocoles COP. Dans les leucémies aiguës lymphoblastiques, c'est l'utilisation de corticoïdes. Et dans les leucémies aiguës myéloblastiques, une cytoréduction par de l'hydréa, plus ou moins associée à du purinétol. Seconde complication que je souhaiterais aborder avec vous, c'est les atteintes pulmonaires des leucémies aiguës, et en particulier des leucémies aiguës à contingent monocytaire, que sont les LAM4, la leucémie aiguë myélomonocytaire, et la LAM5, la monoblastique, qui sont en fait caractérisées très fréquemment à la présentation par des manifestations pulmonaires du type de cette patiente qu'on avait eue, qui s'est présentée aux urgences avec des infiltrats pulmonaires diffus dans un contexte de leucémie aiguë myéloblastique de type 5 hyperleucocytaire d'emblée, avec une physiopathologie qui n'est pas univoque et qui en fait implique trois mécanismes différents. Et je remercie Anne-Sophie Moreau de m'avoir confié cette diapositive qui, je pense, montre bien ces trois mécanismes différents. C'est d'une part des mécanismes de leucostase, et en particulier lorsqu'il y a des grandes hyperleucocytoses, c'est ce que vous voyez à gauche ici,
avec des obstructions des capillaires pulmonaires. Deuxième mécanisme, c'est des infiltrations pulmonaires avec la présence de cellules tumorales, de cellules leucémiques dans l'interstitium pulmonaire et parfois également dans l'alvéole pulmonaire. Et si on faisait un lavage broncho-alvéolaire, ce qu'on ne fait pas, on pourrait récupérer des cellules blastiques. Et chez ces malades-là, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une grande hyperleucocytose pour avoir ce type de manifestation. Et puis une autre manifestation, c'est la pneumopathie de Lise qui va être en général induite après l'initiation de la chimiothérapie, qui en fait est une conséquence directe de la lyse tumorale intrapulmonaire et qui va associer des lésions d'hémorragie intra-alvéolaire et de dommages alvéolaires diffus. Et donc pour ces différentes entités, il y a diverses thérapeutiques qui peuvent être proposées en association avec de la chimiothérapie classique des leucémies aiguës. Donc, par exemple, pour la leucostase, ce qui a pu être proposé, c'est de diminuer le taux de leucocytes circulants par des leucaphérèses, ce qui est encore fait par des équipes, en particulier américaines, et également quelques équipes françaises, mais qui est globalement n'est plus fait par la majorité des équipes, parce que d'une part, on perd du temps, et d'autre part, ce sont des cellules qui sont à un renouvellement extrêmement rapide, donc ça remonte aussi sec. Et donc, on adopte plutôt une stratégie de cytoréduction par de l'hydroxyurée à forte dose. Autre thérapeutique qui peut être proposée, ce sont les stéroïdes, qui peuvent avoir des mécanismes d'action multiples dans cette pathologie. Et l'efficacité d'une corticothérapie a été suggérée par cette étude cas contrôle historique d'Élie Azoulay à l'hôpital Saint-Louis, qui avait suggéré dans ce travail qu'un traitement par une corticothérapie, c'était de la dexaméthasone 10 mg x 2 par jour, permettait de limiter la détérioration respiratoire, le recours à un support ventilatoire invasif, et finalement, à droite ici, permettait de diminuer la mortalité en réanimation. C'est une étude qui n'a pas valeur de preuve, parce qu'encore une fois, c'était une étude cas contrôle historique avec des cohortes qui étaient séparées de plus de 10 ans, avec d'autres progrès dans la réanimation qui ont été réalisés. Mais en tout cas, la corticothérapie n'était pas délétère, et ces résultats suggèrent que ça pourrait avoir un intérêt dans cette indication. Autre maladie dont je souhaite vous parler, c'est la leucémie aiguë promyélocitaire, la LAM3, qui est une maladie qui est assez fascinante, puisque historiquement c'était considéré comme la pire des leucémies aiguës, puisque c'était celle qui tuait rapidement, en particulier à cause des complications de la phase aiguë, dont je vais vous parler, mais qui finalement maintenant est peut-être la leucémie aiguë, enfin certainement la leucémie aiguë, qui a le meilleur pronostic, avec des taux de rémission complète et de guérison qui sont supérieurs à 90%. Et pour être très schématique et peut-être un peu caricatural, globalement, tous les patients qui ne vont pas décéder lors de l'induction vont guérir de cette maladie. Mais malgré tout, il y a dans ce travail, par exemple, 9% des patients qui vont décéder à l'induction et qui décèdent soit de complications hémorragiques, soit d'une autre complication un peu retardée, qui est le syndrome de différenciation. Et puis il y a aussi, évidemment, quelques patients qui vont décéder de complications infectieuses liées à l'aplasie. Donc tout d'abord, la coagulopathie. La coagulopathie, c'est une manifestation qui est très caractéristique des leucémies aiguës promyélocitaires, qui est constante dans cette pathologie. Et en fait, le tableau de la coagulopathie est très complexe, puisque associe d'une part une thrombophilie et d'autre part une fibrinolyse très importante, avec une physiopathologie que je vous ai schématisée peut-être à l'extrême sur cette diapositive, avec une thrombophilie qui est liée d'une part au relargage par les cellules malignes de facteurs tissulaires et d'autre part d'une molécule qu'on appelle le cancer procoagulante, qui a une activité de stimulation directe sur le facteur 10, et d'autre part une activité fibrinolytique très importante liée à la production par les cellules malignes d'annexine A2, qui va activer l'activateur du plasminogène et induire ainsi la formation de plasmine et donc la fibrinolyse et la fibrinogénolyse.
Alors ces deux tableaux biologiques coexistent, mais il faut savoir que clairement, les complications hémorragiques sont au premier plan, et si un certain nombre de cas de complications thrombotiques ont été rapportés, clairement, le danger et le risque pour nos patients, ce sont les complications hémorragiques. Et c'est ça qu'il faudra prendre en compte. Et ces complications hémorragiques sont en particulier favorisées, et ça c'est très important parce que ça a des conséquences thérapeutiques directes, par un taux de fibrinogène bas, et en particulier lorsque le taux de fibrinogène est inférieur à 1 gramme, et d'autre part par un taux de globules blancs élevé. Et un taux de globules blancs élevé pour la LAM3, ce n'est pas comme pour les autres leucémies aiguës myéloblastiques, c'est 20 000, voire 10 000. Et ça, je vous disais que ça a des conséquences parce que les thérapeutiques qu'on va mettre en place vont avoir d'une part pour but de maintenir une hémostase qu'on considère comme étant suffisante, c'est-à-dire un taux globalement de fibrinogène supérieur à 1 gramme et un taux de plaquettes supérieur à 30 ou 50 gigas par litre. Les traitements anticoagulants, pour les raisons que je vous ai expliquées, sont plutôt contre-indiqués dans cette pathologie, et les patients vont être traités pour l'hyperleucocytose avec des patients qui vont avoir tout d'abord un traitement qui est le traitement qui a révolutionné le pronostic de la LAM3, qui est l'acide tout-trans rétinoïque, qui permet d'induire la différenciation des cellules, mais qui va être associé à la chimiothérapie, et d'autant plus rapidement que les patients sont hyperleucocytaires. Et là, je vous parlais de la leucaphérèse tout à l'heure, et vous voyez que la leucaphérèse est dans cette maladie contre-indiquée, puisqu'elle a été associée dans certains cas à une activation de la fibrinolyse et à des complications hémorragiques graves. Donc ça, c'est les complications, je dirais, à la présentation de la maladie. Et puis, au décours du traitement, peuvent se dévoiler ce qu'on a appelé initialement l'ATRA syndrome, qu'on appelle maintenant le syndrome de différenciation, parce qu'il peut être lié aussi à un autre traitement de la LAM3 qui est l'arsenic, donc qui est lié en fait à la différenciation des promyélocytes, avec une activation de ces promyélocytes, avec des manifestations, comme vous le voyez à gauche, et vous conviendrez que ces manifestations sont tout à fait peu spécifiques et pourraient se retrouver dans beaucoup de situations inflammatoires. Comme pour la coagulopathie et les complications hémorragiques, le risque de syndrome de différenciation est associé à l'hyperleucocytose. Et là, ce qui avait été retrouvé dans cette étude, c'était que le risque d'ATRA syndrome sévère était augmenté de manière indépendante lorsque le taux de leucocytes était supérieur à 10 000. Et puis, très rapidement, il y a, en ce qui concerne la physiopathologie de cette pathologie, une équipe néerlandaise qui a proposé un modèle sur la base d'un travail expérimental très intéressant qui a été publié dans Blood en 2009, avec l'ATRA qui induisait la différenciation des cellules leucémiques, la production de chémokines, et puis également la production de chémokines par les cellules épithéliales provenant de poumons normaux. Et donc le traitement de l'ATRA syndrome, ce sont les corticoïdes, et en particulier la dexaméthasone. Et ce qui est tout à fait intéressant dans ce travail, c'est que la dexaméthasone ne semblait moduler que la production de chémokines au niveau pulmonaire et inhibait ainsi le recrutement de cellules leucémiques au niveau pulmonaire. Donc on a également pour le syndrome de différenciation des recommandations de traitement, avec un traitement qui donc repose sur la corticothérapie, et que l'arrêt des médicaments différenciants, que ce soit l'ATRA ou l'arsenic, n'est recommandé qu'en cas d'échec ou en cas de forme grave de syndrome de différenciation. Et enfin, dernière complication, c'est la lymphohistiocytose hémophagocytaire, plus vulgairement connue sous le nom de syndrome d'activation macrophagique, avec des critères diagnostiques qui peuvent varier différemment. Et là, je vous ai mis une classification diagnostique qui me semble très opérationnelle au lit du malade, donc qui associe une fièvre, des cytopénies, une hyperféritinémie, des LDH augmentés, et puis la présence d'une hémophagocytose qui n'est ni nécessaire ni pathognomonique au diagnostic. Ces patients-là peuvent se présenter en réanimation avec des diverses défaillances d'organes. Et pour revenir un petit peu sur la physiopathologie, sur les thérapeutiques, je vous ai fait ce petit dessin avec le syndrome d'activation macrophagique qui finalement n'est pas une maladie du macrophage, mais une maladie du lymphocyte. Et initialement, c'était une maladie du lymphocyte qui était essentiellement
héréditaires liées à des mutations génétiques qui ont été maintenant identifiées et qui, en fait, rendent compte d'un défaut de cytotoxicité. Les cellules cytotoxiques, les CD8 ou les lymphocytes NK, ne sont pas capables d'induire la mort cellulaire, mais par contre vont demeurer hyperactivés et hyperproducteurs d'une cytokine qui va activer les macrophages. Et d'autre part, il y a des syndromes d'activation macrophagique acquis qui peuvent être liés à des lymphomes, c'est ce dont on va parler là, les infections et puis des maladies systémiques. Donc globalement, le lymphocyte, la cellule cytotoxique activée va produire en très grande quantité de l'interféron gamma, qui est l'activateur principal des macrophages. Et les macrophages eux-mêmes vont être hyperactivés avec comme conséquence l'hémophagocytose, responsable de la pancytopénie, et le relargage massif de cytokines pro-inflammatoires, responsables d'autres manifestations comme la fièvre, l'activation de la coagulation ou les défaillances d'organes, et également induire la production d'interleukine 12 qui va entretenir l'hyperactivation du lymphocyte avec un espèce de cercle vicieux. Donc les thérapeutiques qu'on a à notre disposition pour le lymphome vont être des thérapeutiques spécifiques dirigées contre la maladie avec des corticoïdes, de la chimiothérapie, mais on a également des thérapeutiques qui vont être susceptibles d'éteindre la maladie. Et dans cette indication-là, c'est clairement le VP16 qui est en première ligne, qui est l'étoposide, qui est un inhibiteur des topoisomérase 2, dont on a en fait pensé pendant assez longtemps qu'il était actif essentiellement sur l'activation macrophagique parce que c'est une drogue cytotoxique qui a une activité assez, je dis pas sélective, mais en tout cas assez importante sur les monoblastes. Et en fait, il y a un travail très intéressant qui avait été publié il y a 2 ans maintenant, avec de la modélisation chez l'animal de syndrome d'activation macrophagique. C'était des souris qui étaient déficientes pour la perforine, qui est une molécule qui est importante pour la cytotoxicité. Et ces souris étaient infectées par le virus de la chorioméningite lymphocytaire et développaient un tableau évocateur de syndrome d'activation macrophagique. Et vous voyez que les souris en noir qui étaient KO pour la perforine décédaient rapidement et produisaient des taux très élevés d'interféron gamma avec une rescue par un traitement par étoposide qui permettait de diminuer la production d'interféron gamma et puis surtout d'induire la survie de la totalité des souris. Et je passe rapidement sur la suite de ce papier, mais qui montrait en fait que l'étoposide n'agissait finalement pas ou peu sur le macrophage, mais agissait directement sur l'activation lymphocytaire. Et donc le VP16 semble agir essentiellement par là, et puis aussi une activité dirigée contre les cellules lymphomateuses. Donc en conclusion, je pense qu'il faut être conscient que les maladies malignes, et en particulier les hémopathies, peuvent être directement responsables de défaillances d'organes et que c'est très important de les reconnaître pour mettre en place les procédures diagnostiques et l'initiation de traitements spécifiques. Ça va nécessiter une collaboration étroite avec nos collègues d'hématologie et en particulier pour décider du meilleur timing et du meilleur type de traitement qu'on va mettre en place pour éviter de les aggraver. Je vous remercie de votre attention.